Merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce jeudi, les réfugiés vivant en RDC souhaitent rencontrer les autorités pour plaider leur cause. Ce vœu a été émis ce jeudi lors de la célébration de la journée leur dédiée. À Ilebo, dans le Kasaï occidental, la fièvre typhoïde fait des victimes. Près de 2000 personnes sont victimes de cette épidémie. L'ONG internationale Médecins sans frontières s'emploie pour venir en aide aux patients. La drépanocytose, cette maladie qui divise de foyers, ses causes ont été expliquées mercredi lors de la cérémonie de collecte de fonds organisée pour la prise en charge de drépanocytaires. Une exposition sur cette maladie a été organisée dans la salle de conférence de la BCDC, une façon de célébrer la journée des drépanocytaires. Voilà tout pour le sommaire. Bonne nouvelle pour les Congolais, le 21 étudiants congolais arrêtés en Inde le samedi dernier ont été libérés ce jeudi 20 juin, a affirmé l'ambassadeur de la RDC en Inde, François Balumwene. Selon les diplomates congolais, les poursuites judiciaires contre ces étudiants ont été annulées. L'ambassadeur congolais a aussi indiqué que les étudiants congolais qui avaient reçu des coups ont été soignés. Interrogé sur les comportements futurs de ces étudiants, le diplomate a déclaré leur avoir demandé d'éviter de se confronter aux Indiens. Revenons à ce bras de fer entre la RDC et l'Inde. La pression exercée par Kinshasa à la suite de l'arrestation pour le moins arbitraire de 21 étudiants congolais en Inde a fini par payer. 17 de ces jeunes étudiants ont été libérés dans la soirée du 19 juin. Désormais, où qu'ils soient, les Congolais ont droit à la protection de l'État congolais. New Delhi a fait semblant de méconnaître cette évidence. Il a été vite ramené à la raison. Les manifestations qui ont suivi ces arrestations donne la preuve que l'unité indétrônable de la RDC. Commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandowa. L'affaire des étudiants congolais arrêtés en Inde qui a failli obscurcir les relations au beau fixe entre les deux pays a connu un début de dénouement. Mercredi dans la soirée, selon des sources officielles, soit 3 jours après l'incarcération de ces étudiants par la police indienne. Contraint sans doute par la tournure que prenait l'affaire à travers le pays, le gouvernement n'a pas transigé avec les moyens diplomatiques à sa disposition pour amener les autorités indiennes à décanter le plus tôt possible la situation. Ces étudiants, dont 21 Congolais et un Angolais, selon RFI, ont été accusés par la police de la région indienne de Punjab d'avoir violé et frappé des Indiens ainsi que des policiers. Ils ont été gardés en détention provisoire depuis le 16 juin. Pour se dédouaner vis-à-vis de son opinion publique, le gouvernement de la RDC a accru sa pression sur le gouvernement indien. Apparemment, New Delhi n'a pas été sourd avec le ton dur, mais courtois de Kinshasa. Si bien qu'il a même pris des cours, les Congolaises en libérant dans la soirée de mercredi 17 de 21 jeunes étudiants congolais incarcérés depuis quelques jours. Kinshasa, en riposte au traitement dégradant infligé à ces jeunes Congolais, des représailles certes isolées ont été signalées sur certains sujets indiens. En colère, la population a voulu organiser des actions de représailles en rapport avec le traitement subi par les étudiants congolais en Inde. Mieux vaut tard que jamais, le gouvernement de la RDC vient de se réveiller de son profond sommeil en cette matière et élève une vigoureuse et audible protestation en direction des autorités de New Delhi. Les Congolais ne sont pas des sous-hommes lorsqu'ils vivent à l'étranger. La liste des violences faites aux Congolais est longue. En plus des exactions commises par les voisins rwandais, il y a également l'Angola qui procède à des expulsions violentes contre des Congolais en situation irrégulière. De même, juste en face, à Brazzaville, le traitement réservé aux Congolais de Kinshasa n'est pas toujours approprié. L'affaire des étudiants congolais en Inde devait servir de déclic pour un éveil véritablement national. Cela prouve à suffisance que le Congo reste indivisible. Encore une fois de plus, l'on se rend bien compte que l'unité du Congo est sacrée. À l'occasion de la Journée internationale des réfugiés célébrée ce jeudi 20 juin, le représentant régional au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a salué l'accueil réservé aux Centrafricains en République démocratique du Congo. Il s'est réjoui du fait que le gouvernement de la RDC reste sensible aux crises qui se produisent dans la sous-région. Je pense, a-t-il renchéri, que l'attitude des autorités de la RDC rejoint le thème de cette année, à savoir une famille déchirée par la guerre est une famille de trop.
Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. C'est sous ce thème que la journée de réfugiés a été célébrée à travers le monde. Ce 20 juin à Kinshasa, au cours d'une manifestation organisée dans la commune de Lingwala par le Haut Commissariat pour les réfugiés, ces derniers ont émis le vœu de rencontrer les personnalités sensibles à leur situation et les demandeurs d'asile. Mariam Boya et Dieu merci Sueka pour le reportage. C'est à travers cette cérémonie que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a célébré cette journée dédiée aux réfugiés ici à Kinshasa. Le représentant assistant chargé de la protection du HCR a saisi cette opportunité pour donner les statistiques annuelles, tout en précisant que la guerre demeure la principale cause de déplacement de population. Un grand nombre de réfugiés, 180 000, 2,5 millions de déplacés internes. Donc ça mérite une attention particulière partout dans le monde de connaître cette situation. C'est une journée de sensibilisation partout dans le monde. Donc on essaie de faire notre mieux pour connaître les problèmes ici et ailleurs aussi. Pour sa part, la représentante des réfugiés ici présente trace le tableau sombre de demandeurs d'asile et des réfugiés parmi lesquels figurent les viols horribles, l'enrôlement par force des enfants mineurs et innocents au sein de groupes de belligérants. Déracinés de leur propre pays pour diverses causes, en l'occurrence la persécution, l'intolérance politique, les violations massives des droits de l'homme. Cette journée n'est donc pas un événement de joie, mais une journée de méditation et d'interpellation. En ce sens, il y va de l'avenir des réfugiés. À l'issue de cette rencontre, les réfugiés ont recommandé au HCR, au gouvernement du pays hôte, aux agences du système des Nations Unies, aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo et à la communauté internationale d'accorder une attention soutenue, car, dit-on, les grands mérites d'une profession, c'est d'unir des hommes. En séjour au Katanga, le vice-premier ministre et ministre du Budget a visité avec le gouverneur de cette province les différents chantiers de la ville de Lubumbashi. Une occasion pour Moïse Katumbi de solliciter le soutien financier du gouvernement central pour poursuivre les travaux et améliorer les allocations dans le cadre du budget 2014 qui est en préparation. Suivez. Ce n'est plus un doute, la sécurité est totalement rétablie ici à la Rouachi. Comme en témoigne cette mobilisation spontanée de la population à l'arrivée de Moïse Katumbi Tchapoué. Le gouverneur tenait à faire vivre cette réalité au délégué du gouvernement central en mission officielle dans sa province, Daniel Mukoko Samba. La Rouachi, c'est la commune empruntée par les ennemis de la paix pour tenter une épreuve de force avant d'être repoussée. Grenier agricole, le Katanga veut l'être aussi. C'est sur la route de Kinshasa qu'est en train d'être monté voilà 3 ans déjà ce moulin, le plus moderne de l'Afrique centrale, avec capacité de traitement de 6 000 tonnes de maïs par silo, coût d'investissement 25 millions de dollars. Nous préparons le budget 2014. Donc de voir comment chaque année nous pouvons améliorer la qualité de notre budget pour que le budget ne soit pas une source de gaspillage de ressources, mais nous devons donc savoir utiliser chaque franc que nous dépensons. Le vice-premier ministre du budget a aussi découvert l'ambition cachée de la province, celle de donner à l'Afrique un champion olympique dans la natation. Et dans cette logique, le gouvernement provincial du Katanga a construit cette piscine olympique. Lubumbashi, c'est aussi ses moteurs, des engins qui tournent pour agrandir, construire, asphalter la voirie urbaine. Avec cette politique, ils sont de plus en plus nombreux, ces quartiers qui prennent de la valeur à l'arrivée de la route de la modernité. L'autre image forte, ce sont ces ouvriers concentrés pour jeter des ponts sur des rivières et relier différents quartiers. Pour le gouverneur Moïse Katumbi, c'est une satisfaction pour lui de faire visiter au vice-premier ministre tous ces chantiers de la ville de Lubumbashi afin de solliciter un appui financier conséquent du gouvernement central dans le cadre des crédits d'investissement pour poursuivre les travaux et améliorer les allocations dans le cadre du budget 2014 en préparation.
Pour sa part, le gouvernement provincial du Bas-Congo, déterminé à développer le secteur agricole dans cette partie de la RDC, vient de signer avec le gouvernement central, à travers son ministre de l'Agriculture, un partenariat pour favoriser l'exécution du programme agricole dans cette province. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement qui ont accompagné le Premier ministre au lancement du premier tour du cycliste du Congo à Matadi. Suivez. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Vamwiti Jean Chrysostome, se donne comme agenda appliqué à la lettre la politique d'initiative croisée dans toutes les provinces initiées dans le cadre du partenariat public-privé pour les investissements agricoles, pour financer et doter les campagnes agricoles des moyens conséquents. Et cela va également dans le sens de la décentralisation, l'identification des activités à mener, des fournisseurs et des prestataires. Et l'exécution, ce sera fait par chaque gouvernement provincial. Ainsi, le Bas-Congo est la deuxième province qui vient de conclure un partenariat avec le gouvernement central pour l'exécution des campagnes agricoles provinciales. 5 ministres ayant été de la suite du Premier ministre pour le lancement du premier tour cycliste international en République démocratique du Congo, en l'occurrence le ministre délégué aux Finances, les ministres du portefeuille, de la fonction publique, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et du genre et famille, ont été témoins de l'acte d'engagement matérialisé par la signature du contrat entre le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Vamwiti Jean Chrysostome, et le gouvernement du Bas-Congo, représenté par le gouverneur Jacques Mbadou et tout son exécutif. Et nous voilà maintenant avec le ministre de l'Agriculture pour la campagne agricole 2013-2014. Donc c'est un honneur pour le Bas-Congo d'accueillir tous les membres du gouvernement central ici dans notre province pour lancer, pour débuter des programmes. Ce n'est pas un fait du hasard, ça traduit la coopération, la disponibilité du gouvernement provincial du Bas-Congo vis-à-vis à tout ce qui s'est fait au niveau central, que nous acceptons et que nous prolongeons dans la province. Parce que n'oubliez pas que nous sommes l'amplification ou sinon même le prolongement du gouvernement central. Les élus de Kinshasa, réunis en plénière mercredi dans la salle de conférence du collège Boboto, n'ont pas pu voter l'édit modifié de la Direction générale de recettes de Kinshasa, faute de quorum. Toutefois, la représentation provinciale a décidé de doter cette régie financière provinciale des moyens en vue de permettre la croissance rapide de la ville de Kinshasa. Rosine Martin Bouyamba et Evelyne Chibola. Le débat sur l'édit qui crée la Direction générale de recettes de Kinshasa est plus qu'important selon les élus de la ville de Kinshasa. La réélecture de ce texte a connu quelques difficultés liées à l'absence du quorum des décisions. Le rapporteur de cette chambre parlementaire explique quelques ambiguïtés contenues dans certains articles, ce qui n'empêche pas que cet édit soit voté, rassure Richard Bakizolele. C'est ainsi que le bureau a pris l'engagement avec la commission COFIN de reformuler cette histoire, cet article, pour que la prochaine fois on puisse voter globalement ces articles. La Chambre de représentants de la capitale entend à travers cette loi doter la ville de Kinshasa d'une structure ayant une personnalité juridique pour mobiliser un peu plus de recettes pour le développement de la ville. En santé, une épidémie de fièvre typhoïde sévit actuellement dans le territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï occidental. Sur place, depuis début mai, Médecins sans frontières dit avoir pris en charge plus de 1700 cas de malades, dont 1402 simples et 205 cas compliqués. Médecins sans frontières travaillent d'arrache-pied pour éradiquer cette épidémie. On fait le point de cette situation dans ce reportage tourné à l'hôpital général d'Ilebo. Rosa Wazi pour les détails. C'est ici, à l'hôpital général de la cité d'Ilebou, que sont internés la plupart des cas enregistrés depuis le début de cette épidémie. Cette formation médicale est choisie par Médecins sans frontières pour la prise en charge gratuite de malades, sans doute parce qu'elle présente de conditions plus ou moins favorables. Les malades sont suivis avec beaucoup d'attention. Les équipes de Médecins sans frontières s'emploient aussi à la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène à adopter en vue de se protéger contre la fièvre typhoïde. La plupart des malades guéris de cette maladie témoignent.
Nous avons maintenant la solution. Nous sommes très heureux comme ils nous ont apporté les médicaments gratuits et maintenant nous sommes bien 17 hommes. Célestin Kanda, infirmier à cet hôpital, remercie Médecins sans frontières pour son appui à la prise en charge des malades. Ni était cet appui, on ne pouvait pas vraiment prendre en charge tous ces cas ici, puisqu'il y a des cas de péritonite, il y a des cas des abdomens aigus chirurgicaux qu'on est en train d'intervenir par jour, il y a des fois 2, 3. Alors, ni était cet appui, on ne pouvait pas s'en sortir. Médecins sans frontières promet pour sa part de faire les nécessaires jusqu'à l'éradication totale de cette épidémie. Nous comptons, je pense, dans la semaine 22, pouvoir s'étendre encore dans d'autres 5 autres aires de santé où nous pensons que malgré le taux d'attaque est quand même élevé, mais nous pouvons attendre parce que nous avons déjà une maîtrise de la part aux 10 aires de santé qui se trouvent dans la cité de Ilebou. Rappelons que la fièvre typhoïde est une maladie qui se transmet par les selles contaminées, mais aussi par l'absorption d'aliments impropres à la consommation et des lots pollués de matières fécales. Restons toujours dans ce secteur de la santé pour signaler que le monde a célébré hier la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Le réseau Drépano SS a profité de cette occasion pour organiser une exposition de différents tableaux illustrant cette maladie. Une manière pour cette organisation de demander aux différents partenaires de soutenir cette initiative. L'activité a eu lieu dans la salle de conférence de la BCDC à Gombe. Jemima Mogo. Devant un parterre d'hommes d'affaires, le réseau Drépano SS présente les tableaux qui disent tout sur cette horrible maladie. Il s'agit entre autres des images qui retracent des origines de cette maladie génétique. Les efforts consentis depuis plus de 5 mois donnent aujourd'hui des résultats, expliquent les organisateurs qui ne manquent pas de faire un plaidoyer à l'intention des opérateurs économiques qui fréquenteront cette banque afin qu'ils mettent eux aussi la main dans la poche pour soutenir cette cause. Dans le hall d'entrée, donc nous aurions pas seulement le jour du vernissage ou la soirée du vernissage, mais nous aurions, n'est-ce pas, tous les jours, n'est-ce pas, des clients qui viennent pour leurs affaires d'argent, qui ont un numéro qui les font attendre 20 minutes, qui descendront pour aller voir l'exposition. Donc il y a une capacité d'élargir au-delà de ce qu'on appelle un vernissage. Plus de 120 partenaires se sont engagés pour soutenir les efforts de lutte contre cette maladie dans notre pays, sans doute à cause des actions de terrain que mène le réseau Drépano SS. Toujours en marge de la journée internationale de la drépanocytose, Gisèle Mandaïla, députée bruxelloise, le centre CEFA, le centre hospitalier Moncolé et le centre Mabanga ont organisé une soirée de gala en vue de collecter des fonds dans l'objectif d'accroître la prise en charge de malades. Plus de 29 000 $ américains ont été mobilisés. Les initiateurs de cette soirée ont déploré l'indifférence du pouvoir public face à cette question cruciale. Rossine Martin Pouyamba. Devant les personnalités invitées à cette soirée de gala, Gisèle Mandaïla, son initiatrice, commence par expliquer les raisons de son engagement de la prise en charge des enfants drépanocytaires les plus démunis de la RDC. Son objectif consiste à prendre en charge un peu plus de 100 enfants par an, ce qui coûte 300 € par enfant. La drépanocytose, comme on l'a dit, touche principalement l'Afrique. Plus de 300 enfants présentant une forme grave d'hémoglobinopathie naissent chaque année. Les cris du cœur de la députée bruxelloise n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. L'assistance composée des députés, des sénateurs, des mandataires et d'autres cadres a réuni plus de 29 000 $ pour soutenir cette cause. Cette organisation fonctionne sans un quelconque soutien des pouvoirs publics, regrette Gisèle Mandaïla. C'est la deuxième année que je lance l'action drépanocytose et que je l'ai invité pour venir voir, je ne vois toujours rien. Et je suis un peu déçue. Malgré leur bonne volonté, les responsables de cette organisation ne sauront atteindre leur objectif 2013, prendre en charge 100 enfants. Les moyens font cruellement défaut. Des explications sur les causes de cette maladie ont été fournies au cours de cette rencontre par le professeur Tulolo. Pour la même occasion, Kabibi, victime de cette maladie, a décrit toute sa peine, notamment la marginalisation dans la société. Les détails dans ce reportage de Rossine Martin Bouyamba. La drépanocytose, une maladie génétique
qui sévit souvent dans les familles pauvres. Quelle est alors l'origine de cette maladie? Le professeur Léon Chilolo explique scientifiquement ce que c'est la drépanocytose. C'est une maladie qui est caractérisée par trois grands phénomènes. Le premier, c'est la douleur. Et d'ailleurs, appelée parfois dans certaines régions la maladie qui fait éclater les os. La deuxième manifestation principale, c'est l'anémie. Ces enfants sont anémiques et n'ont pas assez de sang. Une troisième manifestation, qui n'est pas des moindres, qui est d'ailleurs plus sévère, c'est la sensibilité aux infections. Kabibi Venevandage en souffre toute sa vie. Cette jeune fille relate sa douleur avec peine. En ce qui concerne la stigmatisation, j'ai été privée d'un emploi dans une formation hospitalière de Kinshasa après qu'ils aient connaissance de mon état de santé. L'important en tout état de cause est de connaître sa carte génétique. Les invités à la soirée de gala organisée à l'occasion de la célébration de la drépanocytose se sont fait dépister volontairement en vue de prévenir que de guérir. À Malembankoulou, la situation humanitaire reste préoccupante. Ces territoires compteraient près de 40 000 déplacés qui ont fui l'insécurité dans leur localité, a indiqué OCHA ce jeudi 20 juin. Par ailleurs, Malembankoulou est le territoire du district de Olomami le plus touché par la tuberculose. De cas de malnutrition des enfants et des adultes sont aussi signalés. Rendons-nous à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Cette ville dispose désormais d'une nouvelle morgue municipale. Son inauguration a eu lieu le mercredi dernier en présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville. Les détails dans ce reportage d'Eric Ngamba. Le respect de la vie humaine ainsi que de sa dignité s'impose même après la mort. C'est dans ce cadre qu'il a été procédé à l'inauguration de la morgue municipale de Brazzaville. Le premier bâtiment, qui a été financé par la société Cesco, contient 240 places avec notamment 8 tables de lavage, 4 tables d'autopsie, 12 supports de tête et 14 cellules de filtration d'air. Madame Fortunato Chaporon, directrice générale de cette firme, s'est réjouie de cette œuvre. Cette construction emboîte les pas au programme d'assainissement initié par le chef de l'État de la République du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit du projet programmatique Le chemin de l'avenir. Un grand merci à notre ambassadeur de l'Italie et aussi à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Sentiment de reconnaissance également pour Ferdinand Malonga, directeur de la morgue. Le bien fondé de cette nouvelle morgue est qu'elle va mettre à l'abri des microbes et d'autres bactéries les agents qui y évoluent, ainsi que les différentes familles qui vont venir. Contrairement à l'ancienne morgue âgée de 33 ans, qui commençait à devenir un danger sanitaire pour tous. Le respect de la mémoire est un devoir, comme le dit Thomas Mann. La mort de l'homme est davantage l'affaire des survivants que la sienne. Matata Ponyo a procédé mercredi au lancement du premier tour cycliste du Congo à partir de Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo. Un tournoi qui réunit les coureurs congolais et étrangers. En sa deuxième journée, c'est un Français qui a terminé premier sur le tronçon Matadi-Songololo, signalant que le gouvernement a mis les moyens conséquents pour le bon déroulement de ce rendez-vous international. Je vous invite à présent à suivre la revue de presse avec Mariam Boya. Le bras de fer entre New Delhi et Kinshasa, la détresse de Sultani Makenga, ces sujets occupent la une des journaux parus ce jeudi dans la capitale. Le potentiel en rapport avec la manifestation contre l'arrestation des Congolais en Inde, qui a empêché les Indo-Pakistanais de se rendre sur leur lieu de commerce, voit une forte démonstration de l'unité de la RDC. Le journal soutient que le Congolais a droit à la protection de l'État congolais.
New Delhi a fait semblant de méconnaître cette évidence, mais il a été vite ramené à la raison avec le dénouement de cette affaire. La tension devait baisser d'un cran entre les deux capitales. Toutefois, cette manifestation a obtenu gain de cause. 17 de ces 21 jeunes étudiants ont été libérés hier mercredi. Le Phare, sur le même sujet, note que les feuilletons des étudiants congolais arrêtés en Inde sèment une panique chez les Indiens à Kinshasa. Le quotidien souligne que la diplomatie congolaise a fait montre dans le cas sous examen d'une fermeté et d'une célébrité qui ont permis de secouer sérieusement les autorités indiennes. Mais beaucoup pensent que les pressions diplomatiques et les manifestations dans la rue à Kinshasa auraient lourdement pesé dans les dossiers, conclut le confrère. Pour sa part, l'observateur, lui, informe qu'il a fallu que cette affaire d'arrestation d'une vingtaine de Congolais en Inde arrive pour qu'un climat de tension assombrisse les relations au banc fixe de deux pays. Cette affaire n'a pas laissé indifférent des Congolais de tous les horizons, particulièrement les Quinois qui ont protesté à travers la ville. Dans un autre chapitre, le palmarès consacre sa une au rapprochement entre Kagame et Dos Santos alors que la Tanzanie et la RSA l'ont lâché. Le président rwandais est incessamment attendu à Luanda pour un tête-à-tête avec son homologue angolais. Le but principal de cette rencontre au plus haut sommet de deux États, la crise congolaise et la situation globale des Grands Lacs ainsi que celle de l'Afrique centrale. Cette annonce a été faite avec pompe par la ministre rwandaise des Affaires étrangères et la date de cette rencontre sera fixée par voie diplomatique, indique ce quotidien. De son côté, l'avenir indique qu'il y a panique générale au M23, Makenga entre la vie et la mort. Il a été touché dans une embuscade par les Forces pour la défense des intérêts du peuple congolais, FDIPC. C'est après l'arrestation et l'interrogatoire imposé à Français Rouchogoza, ancien chef de la délégation du M23 au pourparlers de Kampala, par le service de renseignement rwandais et après qu'il soit obligé d'abandonner la politique, c'est le tour de Ruzangiza, alias Sultani Makenga, celui qui était parvenu à chasser Jean-Marie Runiga, de subir la même loi. Est-ce la fin d'une histoire pour ce mouvement rebelle tristement célèbre dans la violation des droits de l'homme ou une simple façon pour le Rwanda de régler le compte à ceux qui ne lui obéissent de plus en plus, s'interroge le tabloïd. Fin de cette revue de presse, Nadine Laing. Merci Mariam Boya pour cette revue de presse. Ce communiqué, la caravane marocaine de partenariat offre de nombreuses opportunités d'affaires pour les entrepreneurs africains. Cette année, cette caravane fera escale à Kinshasa le 26 juin 2013 à partir de 8h au fleuve Congo tel de Kinshasa. Ouvre de nouveaux horizons avec le Maroc, en rencontrant plus de 100 entrepreneurs marocains de 9 secteurs d'activité. Inscription et prise de rendez-vous sur www.meafrica2013.com, Amzagazi 081 072 44 71 ou gazi@marocexport.ma. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé 7, la télé républicaine. Communiqué nécrologique. Les familles Massamba, Lemba, son épouse, ses enfants ainsi que ses frères et sœurs ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances la mort de papa Lemba Diamassamba Félix Eboué, cadre supérieur dans l'entreprise Groupe Ndombassi. Décès survenu le jeudi 13 juin 2013 au centre hospitalier Montcollet à Mongafula. Le deuil se tient à la résidence 6 avenue au Congo, numéro 1599, Binza Upen, commune de Ngalema, référence entrée quartier Bumba.
Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Vendredi 21 juin 2013 à 12h, levée du corps à la morgue du centre hospitalier Montcollet vers sa résidence. Samedi 22 juin 2013 à 12h30, levée du corps de la résidence pour Mbanzangungu au Bas-Congo. Dimanche 23 juin 2013 à 12h, l'inhumation au cimetière du village Mpete, tout près du camp militaire et Fatabel. Ce communiqué tient lieu de faire part la famille numéro 099 024 70 80. Communiqué nécrologique. Les familles Massamba, Lemba, son épouse, ses enfants ainsi que ses frères et sœurs ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances la mort de papa Lemba Diamassamba Félix Eboué, cadre supérieur dans l'entreprise Groupe Ndombasi. Décès survenu le jeudi 13 juin 2013 au centre hospitalier Montcollet à Mongafula. Le deuil se tient à la résidence 6 avenue au Congo, numéro 1599, Binza-Upen, commune de Ngaliema, référence entrée quartier Bumba. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Vendredi 21 juin 2013 à 12h, levée du corps à la morgue du centre hospitalier Montcollet vers sa résidence. Samedi 22 juin 2013 à 12h30, levée du corps de la résidence pour Mbanzangungu au Bas-Congo. Dimanche 23 juin 2013 à 12h, l'inhumation au cimetière du village Mpete, tout près du camp militaire et Fatabel. Ce communiqué tient lieu de faire part la famille numéro 099 024 70 80.